On a parlé de ce grand congrès de la société civile qui a lieu à Conakry au mois de mars prochain. Kémy Séba, le mouvement Y en a marre du Dakar, du Sénégal, le Balai citoyen et d'autres grosses pointures de la société civile africaine sont attendus ici à Conakry pour un rendez-vous qui penchera sur l'avenir et le devenir du continent africain. On a parlé également de sa rencontre avec le chef de l'État. On a parlé de la question des communales. Et puis, on parlera dans cette deuxième et dernière partie de cette émission, le rififi au sein du mouvement syndical guinéen. Et puis, on parlera aussi du procès, de l'issue du procès sur l'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo avec la condamnation à perpétuité de Souleymane Tiangel, chargé de communication de l'UFDG. Merci donc à l'ensemble des sites partenaires qui nous accompagnent tous les samedis, à savoir le www.visionguinée.info, le www.guinématin.com, d'où vous nous suivez d'ailleurs sur la page Facebook à travers le www.guinématin.com. Merci au site aminata.com, le journalguinée.com, kababashir.com, mediaguinée.com et tous les autres canaux de transcription de cette émission, le grand débat dont la rediffusion est prévue pour ce soir sous les coups de 22h05 sur Conakry. Avec nous, le maréchal Eli Kamano. Monsieur Kamano, vous avez suivi cette condamnation à perpétuité de Souleymane Tiangel dans le dossier du meurtre de notre confrère Mohamed Koula Diallo. Qu'est-ce que ça vous inspire, la justice guinéenne? Vous avez vu, c'est un verdict qui a été beaucoup décrié et c'est comme si, jusqu'à dire, il n'y a plus d'erreur de jugement, erreur juridique. Ouais. Bon, moi je ne sais pas. La justice guinéenne, vous savez bien que c'est une justice qui est au service du président de la République. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, c'est lui qui peut aujourd'hui vous condamner. Donc il est la justice en même temps aussi? Ben, il est la justice, il a les trois pouvoirs. Hein. Il a les trois pouvoirs, il ne faut même pas se leurrer, quoi. Se leurrer, il ne faut pas se blaguer, quoi. Donc aujourd'hui, qu'on condamne Souley Tiangel à perpétuité, ça sonne même très mal à l'oreille. Ouais. Parce que la Guinée, je le dis souvent, est le peuple juif de l'Afrique. Vous savez, les Juifs, lorsque Dieu a envoyé des prophètes là-bas, d'après ce que le Coran et la Bible ont dit, c'est le seul peuple où Dieu a envoyé plusieurs prophètes qui ont été persécutés, tués. Et Moïse, Abraham, tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ouais. Alors, c'est un peuple qui n'a pas aimé ses prophètes, qui n'a jamais aimé ce que Dieu a envoyé, ce que Dieu lui a donné, la lumière que Dieu a envoyée en Guinée. Les talents que Dieu a envoyés dans ce pays, toutes les personnes qui ont un certain potentiel, c'est des personnes qu'on cherche à descendre et à abattre. Souley Tiangel est un génie, et pour moi, un modèle pour la jeunesse, pas pour l'UFDG. Je ne parle pas de Souley Tiangel de l'UFDG, je parle de Tiangel, ce jeune Guinéen qui est pétri de compétences. Tiangel, le journaliste, l'artiste. C'est ce que je dis. Hein? Pétri, ça veut dire qui a en même temps un mélange de talent en lui. Alors je ne peux pas comprendre que la justice ne tienne même pas compte de ça. Que la justice ne se dise même, qu'elle n'arrive même pas à se dire, c'est un Guinéen qui, aujourd'hui ou demain, comme demain, pourra apporter beaucoup à cette nation, à ce pays, à ce peuple, mais on juge le militant de l'UFDG. Il a été sacrifié il a été sacrifié. Parce que tout simplement, on n'a pas identifié clairement le coupable de ce crime. Alors, il faut porter le chapeau à un gars, un innocent comme lui, sacrifier sa vie, sacrifier la vie de sa famille. Parce que lorsqu'on te condamne à perpétuité avec un mandat d'arrêt international, criminel, ça veut dire qu'ils veulent aller le chercher là où il est, pour le ramener en Guinée, et puis que cette histoire de Koula soit enterrée. Et c'est fini. Et Tiangel, enterré. C'est fini. C'est ce qu'il veut faire. C'est pourquoi je dis aux gens, il est temps qu'on se réveille. Parce que si on ne se réveille pas, ils vont nous abattre à rang dispersé. One by one. Tous. Donc il y a des calculs derrière. Ben, il y a des calculs. Je l'ai dit. Il y a des choses qui vont arriver en 2020.
des éliminations physiques sont prévues. Il y a de l'argent qui va couler à flot. Le sang pourrait couler à flot. Je l'ai dit et je le répète, je pèse mes mots. Je ne suis pas un prophète, mais j'ai le sens de l'analyse de la situation de mon pays. Donc c'est une prémonition que vous êtes en train de faire. Ah oui. Et cela, ce serait sous les ordres de qui? Mais de qui voulez-vous que ça, sous les ordres de qui voulez-vous que ce soit? Du premier magistrat de la Guinée, avec son clan. C'est clair. Ça sera sous les ordres du premier magistrat de la Guinée avec son clan. Parce qu'ils ne veulent pas lâcher le levier. Ils ne veulent pas lâcher le levier. Ils veulent être aux commandes. Pour encore et encore. Ça, je vous le dis, je vous le préviens. Et quand ça va arriver, lorsque je chantais un Borofini, Macedera, ça c'était avant le 22 janvier. Et dès qu'il y a eu le 22 janvier, les gens ont dit, ah, Eli Kamano l'avait dit. Et tout de suite, les jeunes m'ont pris, ils m'ont mis devant cette marche qui nous a conduit, qu'on a commencé à Sangoya jusqu'au pont 8 novembre. Mais voilà. Parce que Dieu ne choisit pas d'âge pour inspirer ses enfants. Je pense que ce que je dis, ça provient de Dieu. C'est une inspiration divine. Je pense bien, parce que ce que je dis avec cœur, avec amour pour mon peuple et pour mon pays. Donc, ce que je vois, je le dis. Si je ne le dis pas, c'est un péché pour moi. Ils ont sacrifié Tangel, ils ont sacrifié un talent, ils ont sacrifié un jeune pétri de connaissances, de talent, et c'est fini, ils veulent l'enterrer. Avec nous, dans l'émission, le grand débat, le maréchal Eli Kamano. Vous avez suivi cette autre actualité, le syndicat qui se déchire, le syndicat qui se livre, des empoignades, des coups de poing, bref, l'argent, la corruption, on parle de tout. Et ça aussi, c'est notre actualité qui défraie la chronique, M. Kamano. Quel est votre regard sur le fonctionnement actuel du syndicat guinéen? Vous savez, je ne vais pas me limiter au regard. Non, je ne pourrai jamais, la prochaine fois, que la légitimité reviendra à Aboubakar Souma. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire la prochaine fois que Aboubakar Souma donnera un mot d'ordre de grève qui sera suivi par la base et que les écoles, les classes, qu'on ferme les écoles, nous allons descendre tous dans la rue. Donc vous allez l'accompagner? Je vais l'accompagner avec tout le peuple de Guinée à l'appui. Je le dis, s'il y a un membre du gouvernement qui m'entend, qui m'écoute, qu'on le dise au président de la République. Je suis du côté de celui qui a la légitimité. La légalité, d'accord, mais la légitimité, ça nous appartient, nous, le peuple. Si, même dans le mandat, au cours du mandat du président de la République, si le peuple décide de mettre fin à son pouvoir, à son règne, on le fera. On l'a fait au Burkina, ça a été fait au Burkina Faso. Ouais. Très bien. Donc, si Aboubakar Souma lance son mot d'ordre de grève et qu'il soit suivi par la base, eh bien, nous tous, on descendra dans la rue pour demander, parce que nous, ce qui se passe entre les corruptions et autres, ça provient du non-respect des accords, du non-respect des engagements. Alors, quand vous faites des engagements, pourquoi ils ont levé la fois passée leur mot d'ordre? Pourquoi ils l'ont levé? C'est parce que l'imam de la première mosquée est venu parler et il a pris des engagements. Je suis au courant de cela, parce que moi, je les ai rencontrés. Ils ont pris des engagements pour eux. Et aujourd'hui, on ne trouve pas mieux à faire que de l'exclure. Ça veut dire quoi? C'est un affront. Et cet affront, c'est pas seulement à Aboubakar Souma qu'on le lance, mais c'est à tous ceux qui croient en son combat et qui seront amenés à le suivre. Et si jamais, parce que la dernière grève, je ne me suis pas mêlé. Je suis allé le rencontrer et j'ai même parlé avec le président par rapport à ça. Donc, nous ne recherchons pas des personnes qui vont prendre de l'argent avec le pouvoir pour justifier cela, qui prennent des décisions pour exclure telle ou telle personne, pour prouver que ces personnes sont illégitimes. La légitimité ne peut pas se prouver ou ne peut pas s'établir comme ça. Elle se prouve et elle s'établit que par la volonté par l'adhésion, oui, l'adhésion populaire. C'est ça. Justement, le président qualifiait même de la grève déclenchée par Aboubakar Souma de grève sauvage. Qu'est-ce que vous avez dit au président à propos?
Moi, je n'ai pas parlé de ça. Spécifiquement. Je ne lui ai pas dit que ce n'était pas une grève sauvage ou pas. Moi, je lui ai tout simplement dit que Aboubakar Souma a la légitimité. Il faut le rencontrer. Et donc, vous avez demandé au président de raconter Aboubakar Souma? Oui. Et vous pensez que ça pourrait apaiser? Mais on l'a rencontré. Aboubakar Souma a été rencontré. Par le président? Bah, je ne sais plus si c'est par le président, mais en tout cas, il a envoyé des émissaires qui ont rencontré Aboubakar Souma. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont levé le truc de leur grève. Le mot d'ordre. C'était par rapport à ça, parce que des promesses avaient été tenues, des engagements avaient été pris, et tout. Mais attends, mon frère, si il n'avait pas été rencontré par des gens, par des émissaires du président, mais vous pensez qu'on serait dans cette situation aujourd'hui? Non. Justement, vous parlez de légitimité. On sait que, comme vous le dites, la légalité peut-être ne serait plus à sa faveur parce que ses camarades syndicalistes l'ont exclu du mouvement syndical. Ils ne peuvent pas l'exclure parce qu'ils ont été tous, si tu veux, élus. Ils ont été tous élus lors du même congrès. Tout à fait. Voilà. Donc, allez-y. Justement, j'en revenais. Est-ce que réellement, vous pensez que Aboubakar Souma ne devrait pas d'abord régler le problème entre eux syndicalistes avant d'appeler à un mouvement de grève, sachant bien que nous sommes à la veille des élections qui arrivent, nous avons des enseignants peut-être qui ne sont pas dans les conditions, mais est-ce que ce n'est pas une crise dans une autre crise? Il n'a pas besoin d'aller régler un problème. Il n'a aucun problème au sein du mouvement syndical. À mon avis, à mon humble avis, il n'a aucun problème. Le problème dont il est victime, les choses, les injustices dont il est victime, on connaît les raisons, on connaît pourquoi on l'a exclu. Si on ne savait pas, nous, citoyens lambda, on pouvait dire oui, il n'a qu'à aller régler ses problèmes. Mais on sait aujourd'hui que c'est parce que tout simplement, Aboubakar Souma, comme dès le départ, a été très clair sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants. Pourquoi, selon vous, le maréchal aujourd'hui, sur le mouvement syndical guinéen, capitule, ça capote de ce côté, selon vous? Est-ce qu'il y a aussi... Ça capote parce que les Hadj Arabia Toussera ont donné le mauvais exemple. Ah oui, depuis 2007, ils ont pris de l'argent et aujourd'hui, chacun est peinard. Vous savez, les mouvements des sociétés civiles aujourd'hui en Guinée, c'est les mouvements desquels les gens se servent à la CENI, le Conseil économique et social, voilà, toutes ces structures, les gens se servent de ça. Vous pensez que c'est un tremplin pour les gens? C'est un tremplin pour les gens pour atteindre. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Hadj Arabia Toussera est où aujourd'hui? Au Conseil économique et social. Vous connaissez le salaire qu'il touche et qu'elle touche? Non. Ah ben, renseignez-vous. Allez, dites-nous. Non, je ne peux pas vous le dire. Peut-être que vous avez des oreilles bien tendues que nous. Allez-y, vous renseignez. Vous avez des oreilles de la peine, là. Attendez, écoutez, je ne vous apprends rien. Il y a des gens qui se sont servis du peuple, de ce peuple-là. Vous savez la différence entre les autres et moi, c'est quoi? Non. C'est que j'avais déjà une notoriété dans la musique. Je pouvais continuer la musique et je pouvais continuer à dénoncer dans la musique. Les gens qui viennent, qui n'ont pas de notoriété dans leur combat, dans leur structure, et qui ont l'occasion de se servir du peuple pour arriver à leur fin, ces gens-là, on les connaît et on les voit à longueur de journée. Vous comprenez? Il y a des gens ici qui crient dans les radios tous les jours, mais lorsqu'ils seront appelés par le pouvoir, mon frère, ils iront occuper ces fonctions, sous prétexte que c'est dans cette même salle, dans ce même studio que j'ai parlé ici avec le ministre Yakabari. C'est quelqu'un que j'estime, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais si tu as bonne souvenance, toi, monsieur le journaliste, j'avais demandé au ministre Siaka de démissionner. Justement. N'est-ce pas? Ouais. Et le ministre Siaka m'avait dit, il m'avait répondu que lui, il ne laisse pas le bateau couler. Et qu'il ne peut pas descendre d'un bateau, même si... Qui est en train de chavirer. Et que c'est la famille qui... Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment on l'a C'est lui qui a coulé. C'est lui qui a coulé. Et lorsqu'il a coulé, nous, en tant que éveilleurs de conscience, nous, en tant que combattants, et qu'est-ce qu'on a fait? On s'est rapproché de lui. Parce que le frère, quand il était ministre, moi je ne suis pas rentré dans son bureau plus de 3 fois. Moi je n'ai pas rencontré plus de 3 fois le ministre quand il était ministre de la Culture. Pourtant, c'était le ministre mon ministre de tutelle. Ouais. Mais je ne l'ai jamais fait. C'est quand le frère a été injustement débarqué de ce paquebot que nous, on s'est dit, le combat, c'est maintenant qu'il faut prouver au frère que nous, on est avec lui, que c'est de l'injustice, qu'il est auprès de la jeunesse et que la jeunesse ne va pas le lâcher. Alors, c'est pour te dire, mon frère, que ici, dans ce pays, il y a des gens
qui savent très bien qu'ils n'aiment pas la Guinée, qu'ils n'aiment pas le peuple, que tout ce qui les importe, c'est ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont donner à leur famille, les conditions dans lesquelles ils vont mettre leur famille, leurs enfants à l'étranger, prendre l'argent du contribuable, envoyer cela dans les universités les plus chères avec notre argent, pendant que nos enfants traînent ici en Guinée, pendant qu'ils n'ont même pas le niveau, pendant que le budget de l'éducation au Sénégal va de 30 à 35%. Et ici, notre budget de l'éducation est tellement limité que même celui de l'armée dépasse celui de l'éducation. Pendant qu'on n'est pas en guerre. La Guinée n'est pas un pays qui est en guerre. On n'est pas en guerre. C'est lorsqu'on est en guerre qu'on peut dire oui, il faut décaisser de l'argent. Il faut faire ceci, faire cela. Mais on n'est pas en guerre. C'est un pays qui est stable, qui n'a jamais connu de guerre. Aujourd'hui, on pense qu'il faut mettre beaucoup d'argent dans les armements, mettre de l'argent dans les tenues militaires, dans les sacs de riz qu'on donne aux militaires. Je déplore cela. Si je suis accidentellement président de ce pays, accidentellement, je vais radier des milliers et des milliers de militaires dans l'armée parce qu'ils n'ont pas le niveau. Et un militaire qui n'a pas le niveau est un criminel en puissance. Le général maréchal Eli Kamano dans l'émission Le Grand Débat. Que peut-on retenir du bilan de gestion par le professeur Alpha Condé en 2017? Qu'est-ce qui vous a beaucoup marqué dans cette gouvernance, sous cette gouvernance? Surtout qu'on sait qu'en 2017, vous avez eu beaucoup de démêlés avec le pouvoir. C'est qui m'a marqué positivement ou négativement? Oui, on va aller les deux positifs, les deux sens. Bon, je crois que il y avait des acquis. Bon, le premier acquis d'abord, c'était qu'à l'État, pour moi, qui n'est plus... D'abord. Ouais, bien sûr. Il faut le reconnaître. Lorsque il y a eu le courant, l'électricité quand même dans certaines zones, et lorsque on a vu que c'était quand même respecté, que ça passait la journée, alors on s'est dit, ouf, un autre soulagement. Mais après, on a vu que, bon, c'était peut-être... il y a eu une mauvaise communication aussi autour de Kaleta. Bon, ça ne m'incombe pas. Qu'il y ait une mauvaise communication ou pas, il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour ça, pour bien communiquer. Alors, si vous communiquez mal, ça, les conséquences, c'est vous qui les portez. Maintenant, je pense qu'il y a eu beaucoup plus d'actes négatifs que positifs. Tel que ben, attends, tels que les démêlés du président entre le président et la presse. La presse. Les démêlés entre le président et les syndicalistes. Il y a beaucoup de points sur lesquels le président ne peut pas... Avec les artistes même. Les artistes aussi. Et puis, moi, je suis allé 2 fois en prison. J'ai passé deux fois, pas garde à vue, enfermé. C'était pas garde à vue. C'était pas en garde à vue. Je suis désolé. Et ça, tu te mets des personnes à dos qui peuvent te faire couler. Ouais. C'est la presse, c'est les syndicalistes, c'est les artistes. Ouais. Un président n'affronte pas ces 3 personnes. Parce que c'est des personnes, c'est des intouchables. Vous comprenez? Et quand je dis c'est des intouchables, je ne veux pas dire que c'est des personnes qui sont au-dessus de la loi. Je n'ai pas dit cela. Mais je veux dire par là que c'est des personnes qui sont considérées comme des baromètres d'une société qui cherche à équilibrer l'information entre les gouvernants et les gouvernés. Alors, le peuple prend du plaisir à les écouter. Le peuple prend du plaisir à s'informer auprès de cette personne. Le peuple prend du plaisir à adhérer même à leur combat. Ouais. Mais si toi, tu fais la guerre à ces gens, mais c'est que... Tu t'es tiré une balle dans le pied. Dans le pied. Ouais. Donc, voici des actes négatifs. Et il y a aussi eu le cas de Kénien. L'éboulement de Dar es Salaam. Voilà, de Dar es Salaam. Voilà. Ça, le gouvernement devait prendre des dispositions pour éviter ce qui s'est passé là-bas. Mais ce gouvernement n'est pas proactif. Ça, je vous le dis. Ce n'est pas un gouvernement proactif. La proactivité n'est pas leur fort. Eux, ils attendent que les actes se posent. Et quand ça brûle, c'est là qu'ils viennent pour intervenir. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y avait des moyens pour intervenir, mais qu'ils n'avaient pas la volonté de le faire. Quand vous dites que le gouvernement n'est pas proactif, donc vous êtes favorable à ce qu'il y ait un nouveau gouvernement, comme les rumeurs font foi actuellement? Je suis très favorable. Et qu'est-ce que d'ailleurs vous pensez du Premier ministre du gouvernement Mamadi Yula? Non, mais Mamadi Yula, c'est une dent pourrie dans la bouche. C'est une dent pourrie qui... Ben oui, bien sûr. Je t'apprécie en fonction de ce que tu fais, de tes actes, des actes que tu poses. Là, je t'apprécie.
Comprenez? Lorsque Dadis est arrivé, tout le monde a applaudi. Hein? Lorsque je suis rentré au studio pour faire Monsieur les militaires, quitter le pouvoir, Tiken Jah m'a dit, Eli, c'est trop pressé, attends d'abord. Je dis non, je n'attends pas, c'est pas pressé. Moi, mon père est militaire. Je dis, ce que je vois là, ces gens-là, ils vont pas respecter. Non, c'est clair. Un mauvais avenir. Ouais. Donc, pour moi, Mamadi Dioula, c'est une mauvaise gestion. C'est une mauvaise gestion. C'est pas un bon exemple. Je crois que... Pense que Kassori est le futur locataire du palais de la Colombe. Êtes-vous favorable, connaissant l'homme, le passé de l'homme? Mais pourquoi est-ce que je serais favorable à ce que Kassori soit Premier ministre? Pourquoi? En quoi est-ce que moi, ça me concerne? Ou bien, en quoi est-ce que je vais tirer profit de cela? Ou le peuple va tirer profit de cela? Est-ce que vous avez confiance en lui? Attendez, il y a un problème. Vous savez, les noms qui reviennent souvent sur les lèvres des Guinéens, c'est des noms que les Guinéens prononcent il y a plus de 20 ans, il y a plus de 25 ans. Donc, je ne peux pas comprendre que ces gens qui ont servi la Guinée, qui n'ont pas servi la Guinée, mais qui se sont servis de la Guinée, du peuple et des richesses de la Guinée, que ces gens qu'on les cite encore, comme si c'était des personnes extraordinaires qui étaient venues de nulle part, comme si c'était des personnes qui allaient nous sortir de l'ornière, comme si c'était des personnes qu'on ne connaissait pas, qui avaient les mains très propres et qui allaient trouver exactement la solution au problème de la Guinée. Tout ministre ou premier ministre qui viendra subira